Le parti Malagasy Malameng appelle les parlementaires à défendre le peuple face à la crise économique marquée par la baisse de l'aide internationale et la hausse du coût de la vie. Il demande un moratoire sur les projets non prioritaires et une loi de finances rectificative axée sur l'emploi, la protection sociale et les projets durables. Le Conseil des ministres soutiendra Nosbe ce jeudi, présenté par le régime comme un geste de proximité et de décentralisation. Des responsables politiques dénoncent une opération de communication sans effet réel sur la vie de la population locale et dans un but plus opaque. De l'actualité internationale, au Soudan, les troupes du général Abdel Fattah al-Burhan ont annoncé mardi avoir délogé les rebelles des forces de soutien rapide de leur dernière position à Omdurman, ville jumelle de la capitale, lors d'une opération de grande envergure. Le parti Malagasy Malameng appelle les parlementaires à défendre les intérêts du peuple qui les a élus. Dans un contexte économique et social de plus en plus préoccupant, le parti déplore une baisse significative de l'aide publique au développement, notamment celle provenant du peuple américain via l'USAID. Parallèlement, le coût de la vie ne cesse de grimper, aggravé par la récente décision de la Banque centrale de relever le taux d'intérêt directeur à 12%, impactant directement le pouvoir d'achat des ménages. Face à cette conjoncture difficile, le MMM réitère sa demande d'un moratoire sur les projets non prioritaires, en particulier ceux à visée de prestige ou symbolique, sans retombées concrètes pour la population. Il juge urgent l'adoption d'une loi de finances rectificative réorientée vers des axes fondamentaux, création d'emplois, renforcement de la protection sociale, soutien aux projets économiques durables et compensation des financements extérieurs non obtenus. Le développement des cultures d'exportation, source potentielle de devises, est également mis en avant. Cette révision budgétaire permettrait aussi de débloquer les paiements dus aux entreprises ayant exécuté des travaux publics depuis plusieurs années sans être payés. Pour mémoire, le MMM avait déjà saisi le nouveau représentant du FMI à Madagascar, Kodjovi Mawlikiplimi Eklou, le 13 août 2024, à la fois pour lui adresser ses félicitations et pour l'alerter sur les incohérences entre la politique générale de l'État et la LFR 2024. Le parti soulignait notamment le décalage avec les engagements pris dans le cadre des programmes FEC et FRD signés avec le FMI et demandait le report de projets pharaoniques comme le téléphérique, les stades ou encore les gymnases. Le MMM a renouvelé sa position le 24 octobre 2024 à la fin de la mission de la délégation de la FMI sur la FEC et la FRD, insistant sur la nécessité de rediriger les dépenses publiques vers les priorités sociales, à savoir éducation, santé, accès à l'eau et à l'électricité. Il a également réclamé l'arrêt immédiat de projets coûteux et non urgents, à l'instar de l'autoroute Tal-Najif Thomasin. Pour le parti, une prise de responsabilité collective est indispensable pour éradiquer la corruption à haut niveau qui profite aux élites dirigeantes et à leurs proches. Il appelle à une gestion transparente des ressources publiques, en particulier celles provenant des bailleurs privés, pour mettre fin au pillage des richesses nationales et restaurer le respect des institutions, des lois et de l'intérêt général. L'annulation de la révision du budget de l'État pour l'année 2025 est interprétée comme un signe de mauvaise gestion, mais aussi comme un manque de considération à l'égard de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont déclaré plusieurs députés ce jour. Ce régime est qualifié de champion des décisions urgentes et provisoires au cours des 6 dernières décennies, mais il est aussi le seul à avoir renoncé, durant 2 années, 2023 et 2025, à réviser la loi de finances. Une mesure pourtant cruciale pour adapter les prévisions budgétaires à la réalité. Si aucune loi de finances rectificative n'est élaborée, cela signifie-t-il que les prévisions budgétaires sont parfaitement conformes à la réalité? Les dirigeants ne sont pourtant pas des dieux pour affirmer que tout s'est déroulé exactement comme prévu. Ceux qui ont instauré la révision de la loi de finances à mi-parcours ne l'ont pas fait par hasard, il s'agit d'un mécanisme essentiel pour ajuster les objectifs à la situation réelle du pays. Selon plusieurs observateurs, la véritable raison de cette absence de révision est politique. Le régime évite sciemment de se confronter aux députés, notamment ceux de l'opposition. Ce refus serait le signe d'une peur des critiques.
Du côté de l'exécutif, le régime Radziwiłł considère que les indicateurs économiques et les objectifs initiaux restent alignés avec la situation actuelle, rendant selon lui inutile toute révision de la loi de finances, une position en total décalage avec la réalité du terrain. Selon plusieurs observateurs, les parlementaires dénoncent une marginalisation du pouvoir législatif mis devant le fait accompli à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale et les députés semblent relégués au second plan. Plus de débats, plus de confrontations directes, plus de lois de finances rectificatives. Pourtant, la Constitution est claire sur le rôle de contrôle confié aux députés vis-à-vis de l'exécutif. À force d'être contournés, les représentants du peuple ont perdu de leur importance. Face à ces entorses répétées aux règles institutionnelles, les députés annoncent qu'ils ne resteront pas passifs. Ils affirment vouloir porter ces faits à la connaissance du public au nom de la transparence et du respect de l'état de droit. Après Touliage, le Conseil des ministres se tiendra à Nouzbé demain, jeudi 22 mai 2025. La communication du régime actuel présente cette initiative comme une démarche de proximité avec la population et de mise en œuvre de la décentralisation. Mais selon plusieurs responsables politiques interrogés aujourd'hui, il ne s'agirait que de démagogie. Selon eux, cette communication vise à masquer les véritables problèmes du pays et à dissimuler l'absence de décentralisation effective. La vraie décentralisation suppose une répartition concrète du pouvoir depuis le chef de Fouctane jusqu'au chef de région. Or, l'élection des chefs de région pourtant prévue n'a toujours pas été organisée. Le déplacement du Conseil des ministres en région n'est donc, selon leurs explications, qu'une opération de façade. D'ailleurs, les lieux choisis pour ces conseils ne sont pas anodins. Ils correspondent à des zones ayant récemment exprimé une opposition forte, comme Touliage ou encore Nouzbé Nouzakati. Ce n'est qu'un vernis de communication pour masquer les engagements non tenus, notamment en matière de déconcentration du pouvoir. La vraie décentralisation, c'est le partage effectif du pouvoir à tous les niveaux, y compris l'élection des chefs de région, et l'octroi de moyens concrets pour mettre en œuvre les actions sur le terrain. Ce ne sont pas ces descentes dans les régions qui traduisent une volonté de décentralisation. C'est une illusion, un moyen de tromper le peuple. On constate que ces conseils des ministres délocalisés ont lieu dans des zones marquées récemment par une forte opposition à certains projets, comme à Touliard. Est-ce pour cela que les dirigeants choisissent d'y venir eux-mêmes, dans une démarche de communication politique visant à faire croire qu'ils dialoguent avec la population pour la convaincre? Pourtant, rien ne montre que cette stratégie ait réellement changé la position du peuple. On peut alors s'interroger, est-ce vraiment l'objectif poursuivi? Car il n'est pas facile de déplacer un conseil des ministres. Par ailleurs, les critiques portent aussi sur les dépenses importantes engendrées par ces conseils délocalisés. Lorsqu'on évalue les résultats des précédents conseils en région, les impacts concrets sur la vie des populations restent invisibles. Un conseil des ministres s'est par exemple tenu à Thomassen, mais plusieurs mois après, les promesses annoncées ne sont toujours pas tenues. La RN2 reste fortement dégradée et l'insécurité continue de progresser. Dès lors, ces conseils sont perçus comme un gaspillage de fonds publics s'ils ne produisent aucun changement tangible pour les habitants. De nombreuses attentes émergent du nord du pays à la veille du conseil prévu à Nouzbé, notamment dans la région Sava. Les producteurs de vanille espèrent des mesures face à la crise persistante liée à la chute des prix. La réhabilitation de la RN6 entre Ambojomam et Diego est également attendue. Cette route n'a pas été entretenue depuis près de 5 ans, rendant la circulation pénible, quelle que soit la saison. Autre dossier sensible, l'université de Diego et l'hôpital de référence, dont la situation reste critique selon les habitants. Reste à savoir si ces sujets majeurs seront réellement abordés demain lors du Conseil des ministres ou si les décisions prises resteront concentrées une fois de plus au niveau central. La proposition de loi relative à l'alcool traditionnel malgache, Tokagasi, a été adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce texte a déjà été examiné et adopté à 3 reprises par la Chambre basse au cours des 3 sessions parlementaires consécutives. Lors des 2 premières lectures, les députés l'avaient voté à l'unanimité. C'est au niveau du Sénat que le processus s'était bloqué, la proposition ayant été rejetée à 2 reprises par le palais d'Anoskeli.
Ce mercredi 21 mai 2025, elle a été soumise à une troisième lecture et a été adoptée par 37 députés sans aucune opposition. Cette proposition est une initiative du député d'Ambouch, Yves-Georges Ndiamiadz. De nombreux foyers ruraux, notamment dans les régions productrices, vivent de cette activité. Rien que pour le district de Madlamp, environ 10 000 bidons de 20 litres de tokagas circulent chaque semaine. Pourtant, sa vente reste illégale, interdite par la législation actuelle. Les producteurs vivent dans l'insécurité et craignent pour leur récolte. L'une des raisons des blocages précédents et des poursuites contre les producteurs concerne le non-respect des normes de production et de commercialisation. C'est précisément pour cela que cette version actualisée de la proposition de loi a été présentée. Selon les explications, elle vise à encadrer, légaliser et normaliser cette activité. L'objectif est de permettre aux producteurs de travailler librement tout en générant des revenus pour l'État et les communes et en apportant des retombées économiques et sociales à l'échelle locale. Des mesures réglementaires strictes sont toutefois prévues pour prévenir les dérives. Parmi les nouveautés introduites, on note la limitation du taux d'alcool à 44 degrés. La production et la vente sont libres en dessous de 100 litres. Au-delà de ce seuil, une licence devient obligatoire. Une autre licence est également exigée pour la vente hors de la commune ou du district d'origine. La responsabilité de définir et d'appliquer les sanctions en cas de non-respect des règles est confiée aux communes. Cette proposition de loi n'est pas nouvelle par rapport à celle déjà portée par les précédents députés. Mais pour garantir un meilleur encadrement et éviter tout laxisme, plusieurs critères et conditions strictes ont été intégrés. Ils concernent aussi bien la production que la vente du tokagas. Des dispositifs de traçabilité ont également été prévus afin de suivre les produits sur le marché et de faciliter les contrôles en cas de non-respect de la loi. Les débats ont été vifs aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Lors de l'examen du texte, certains députés ont exprimé leur inquiétude d'ordre sanitaire. L'article 36 qui prévoit une peine de prison de 1 mois à 5 ans en cas de décès causé par les ingrédients utilisés dans la fabrication du tokagas et l'article 237 qui prévoit 2 ans d'emprisonnement en cas de non-conformité aux normes de production ont particulièrement suscité la controverse. Un compromis a néanmoins été trouvé sur la formulation. Selon le député de Pétaf, on ne peut plus empêcher la production de tokagas, mais sa légalisation est aujourd'hui indispensable. L'interdiction de cette activité alimente la corruption. Une application rigoureuse de la loi est nécessaire pour éviter les abus de pouvoir. Cette proposition de loi doit désormais être examinée au Sénat. Son adoption déterminera si elle sera soumise à la Haute Cour constitutionnelle ou renvoyée à l'Assemblée nationale. Le projet Erasmus, initié par l'Union européenne, célèbre cette année 2025 son 30e anniversaire. Ce programme vise à soutenir les jeunes désireux de poursuivre leurs études et d'acquérir une expérience académique ou professionnelle en Europe. À Madagascar, le nombre d'étudiants ayant intégré ce programme n'a cessé d'augmenter au cours des 3 dernières années, atteignant 500 boursiers. Lancé en 2003, le programme complémentaire Erasmus+, a renforcé cet élan en facilitant davantage l'accès des jeunes malgaches à des opportunités de mobilité en Europe. Selon les informations recueillies, le nombre de bénéficiaires malgaches passera à 800 en 2025. Erasmus, c'est un projet phare de l'Union européenne qui permet des échanges d'étudiants. Donc ça permet aux étudiants malgaches d'aller étudier dans les différents pays de l'Union européenne, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. On les a justement rencontrés hier, tous les alumni, donc ceux qui ont déjà été en Europe. Et c'est un projet extraordinaire parce que non seulement ça permet aux étudiants de continuer leur parcours académique, de continuer leurs études, mais c'est aussi une expérience de vie. C'est la création de ponts entre les cultures. Une rencontre avec les étudiants malgaches est prévue demain à l'université d'Atananarivo afin de leur présenter les diverses formations disponibles en Europe et de leur expliquer les démarches à suivre. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'Europe, dont la journée d'ouverture s'est tenue ce jour à Akatsu. Plusieurs projets et programmes soutenus par l'Union européenne y ont été présentés, avec un accent particulier mis sur l'aide apportée aux jeunes malgaches à travers les bourses d'études Erasmus.